l'institution scolaire, je n'en ai que 10. Hein. Neuvièmement, et là, je vous ferai un clin d'œil, coopérer. Coopérer, nous retrouvons bien sûr les visages d'Élise et de Célestin Freinet, mais un peu plus tard. Ils étaient jeunes au début de la conférence, là ils sont un peu plus âgés, c'est la règle du jeu. Hein. Élise et Célestin Freinet, coopérer pour articuler le développement de chacun et la construction du bien commun. Alors oui, c'est l'idée forte, au fond, au-delà de se donner goût à l'enfant qu'on évoquait tout à l'heure, que portent Élise et Célestin Freinet. La coopération, c'est la clé du développement individuel et collectif, mais individuel et collectif. Et toutes les formes de coopération, alors je ne vais pas détailler, ce serait trop long et trop compliqué, mais la coopération, ça commence avec l'entraide. J'aide quelqu'un, on l'a vu sur la gravure de Pestalozzi, et quand j'aide quelqu'un qui ne sait pas faire en lui expliquant quelque chose que j'ai compris, non seulement je lui rends service, mais je me rends service. Et je me rends service parce qu'en expliquant à quelqu'un quelque chose que je sais, je le sais encore mieux. Et son ignorance même me donne la possibilité d'approfondir ce que je sais. Et quand je l'ai expliqué, je le sais encore mieux qu'avant de l'avoir expliqué à quelqu'un d'autre. C'est Camus qui dit dans son fameux texte de Nobel, quand il remercie M. Germain, on cite toujours M. Germain, mais on ne cite pas la deuxième partie de son discours, si vous voulez savoir quelque chose, commencez par l'enseigner. Hein, ce qui n'est pas absolument idiot. Hein. Alors, vous me direz, c'est un peu du Jacotot ressucé. Hein. Pas tout à fait quand même, en tout cas, chacun a pu expérimenter que expliquer à autrui, c'est aussi progresser. Alors ça, c'est la forme la plus élémentaire de la coopération, c'est l'entraide. Je fais partie de ceux qui estiment que le système éducatif français s'est passé de cette forme de coopération qu'est l'entraide à tort depuis très longtemps, en particulier depuis que Guizot a imposé ce qu'on appelle le modèle simultané au détriment du modèle mutuel. Hein, dans les années 1830, il y a deux modèles qui luttent entre eux pour prendre l'hégémonie sur le système scolaire français. Il y a le modèle qu'on appelle simultané, qui est issu de Jean-Baptiste de La Salle, c'est le modèle des frères des écoles chrétiennes, modèle dans lequel il y a un enseignant qui enseigne à des élèves du même âge, du même niveau, qui font la même chose en même temps, sous son autorité. Et puis il y a le modèle mutuel, qui a été aussi expérimenté chez les religieux de Charles d'Émiat, mais qui vient également de Lancaster et de Bell en Angleterre, qui est un modèle dans lequel les classes sont à la fois plus nombreuses et surtout plus hétérogènes, et où les élèves travaillent par atelier, où les moniteurs enseignent aux plus jeunes, où les élèves travaillent sur des documents, etc. etc. Or, 1832, Guizot, qui n'est pas un républicain, qui n'est pas un démocrate, hein, qui militera toute sa vie contre la République, contre la démocratie, Guizot interdit le modèle mutuel et impose le modèle simultané. Guizot impose le modèle simultané de Jean-Baptiste de La Salle, c'est-à-dire qu'il impose l'idée qu'une classe, c'est un ensemble de 20 à 30 personnes du même âge et du même niveau qui font la même chose en même temps sous l'autorité du maître. Et ça va rester. Ça va rester tellement qu'aujourd'hui, on en est tous encore plus ou moins persuadés que c'est une espèce de représentation archétypale, qu'une bonne classe, 24 à 30 élèves du même niveau, du même âge, qui font la même chose en même temps sous l'autorité du maître. Ce que nous appelons dans notre jargon la forme scolaire. Eh bien, cette forme scolaire imposée par Guizot, elle interdit la coopération. Elle fait de la classe une juxtaposition d'individus et de relations duelles. On ne coopère pas entre, ou de manière tout à fait exceptionnelle. Eh bien, l'importance de quelqu'un comme Freinet, c'est d'avoir montré la richesse de la coopération. Alors, à travers l'entraide, mais à travers une multitude d'autres formes de coopération. Alors, coopération en matière de création, en matière de documentation. Notre collègue qui s'est occupé des BT sait à quel point la coopération est un élément essentiel pour la construction de ces bibliothèques de travail. Pour ceux qui ne sont pas au courant, dans la pédagogie Freinet, il y a tout un travail à la fois autour des exposés, autour des BT, des bibliothèques de travail, c'est-à-dire un travail sur la recherche documentaire. Hein, je caricature, excusez-moi, sur la recherche documentaire. Et la recherche documentaire, elle est bien plus efficace quand on coopère.
parce qu'on a des points de vue différents, qu'on les croise, qu'on se demande les uns les autres si c'est bien ça qu'il fallait retenir, que quelqu'un va interroger pour dire c'est la bonne source ou pas la bonne source. Et voilà, la coopération. Et puis la coopération, ça va être la coopération autour du projet. Projet du journal, mais aussi d'autres projets, comme il en existe dans la pédagogie freinée, dans les techniques freinées. Et donc oui, coopérer, c'est apprendre la solidarité, et apprendre que la solidarité n'est pas d'abord une valeur, comme le disait Jacquard, c'est un fait. Nous sommes solidaires. Nous sommes solidaires et ce que nous faisons a toujours de l'impact sur notre environnement et sur les autres. Et comme nous sommes solidaires, eh bien, cette solidarité, nous devons en être conscients et voir comment notre singularité peut travailler avec d'autres singularités pour que cette solidarité se fasse au bénéfice de chacun et de tous. Que chacun puisse progresser et que tous progressent. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. C'est pas facile et c'est pas miraculeux, spontané, tout ce qu'on veut. C'est pas facile. Moi-même, j'ai beaucoup travaillé sur cette question puisque mes premiers travaux universitaires portaient sur toutes les formes de travail de groupe. Hein. Et j'ai observé beaucoup de groupes au travail. C'est compliqué, hein, vous donnez à des élèves, je ne sais pas, faites un panneau sur un pays d'Afrique ou sur un papillon ou sur un animal. Qu'est-ce qui se passe en général assez spontanément? Ben, celui qui sait dessiner, dessine. Celui qui sait écrire, écrit. Celui qui a des images chez lui, les apporte. Puis celui qui ne sait pas dessiner, dessine pas. Celui qui ne sait pas écrire, écrit pas. Celui qui n'a pas d'images, il ne les apporte pas. Et celui qui ne fait rien faire de tout ça, il ne fait rien. Et heureusement qu'il ne fait rien, parce que sinon le panneau serait raté. Si on faisait dessiner le mauvais dessinateur, bon. Et donc on arrive à une conception finalement assez rationnelle de la division du travail entre concepteurs, exécutants, chômeurs et gêneurs. Hein, les concepteurs conçoivent, les exécutants exécutent, les chômeurs ne font rien et les gêneurs, on les refile au groupe d'à côté. Hein, où on essaye de les neutraliser autant que faire se peut. Et alors ça, Freinet, tous les pédagogues de la coopération en ont été bien conscients. Ils l'ont senti, ils l'ont vu. Par exemple, quand Freinet introduit les brevets qu'il va chercher dans le scoutisme, il le dit lui-même qu'il va les chercher dans le scoutisme, c'est parce qu'il estime qu'il faut aussi donner des objectifs individuels. Alors, il y a brevets facultatifs et brevets obligatoires, je n'entre pas dans les détails, mais parce qu'on ne peut pas se contenter de laisser chacun faire ce qu'il sait déjà faire. Et il faut que chacun accède à un certain nombre de savoirs. Il va créer derrière les bandes enseignantes qui sont l'ancêtre du travail individualisé, les plans de travail, tout un tas de choses de ce type. Tout ça, c'est avec le souci de conjoindre en permanence le projet collectif et l'apprentissage individuel. Chacun va se développer pour mettre ce qu'il sait au service du collectif, et le collectif se développera parce que chacun se développe et aidera chacun à se développer. On est dans une pédagogie authentiquement coopérative. Et si je cite le nom de pédagogie coopérative ici, c'est pour parler d'Élise et de Célestin Freinet, mais c'est aussi pour donner un coup de chapeau à quelqu'un qui est dans l'actualité, j'allais dire malheureusement dans l'actualité, qui est Paulo Freire. Paulo Freire est un éducateur brésilien qui a beaucoup travaillé sur l'alphabétisation et qui a beaucoup travaillé sur la pédagogie freinée. Alors, on trouve dans les écrits de Paulo Freire énormément de choses sur la pédagogie freinée, en particulier un texte célèbre qui s'intitule « Les rêves de Freinet sont aussi mes rêves ». Un magnifique texte. Je vous le lis. « Les rêves de Freinet sont aussi mes rêves. Il y a concordance de nos rêves et de nos objectifs. La lutte, l'engagement permanent pour une éducation populaire, pour une école qui, tout en étant sérieuse, n'a pas honte d'être heureuse. Je vois les mêmes questions problématiques dans l'éducation brésilienne que celles que Freinet a vues dans l'éducation française. Je les appelle dichotomias. En portugais, cela signifie séparer les choses qu'on ne peut jamais séparer parce qu'elles constituent une unité. Par exemple, la pratique et la théorie. Paulo Freire explique qu'on ne peut pas séparer la pratique et la théorie. C'est une unité. Il n'y a pas de pratique sans théorie, il n'y a pas de théorie sans pratique. Et il dit ça, Freinet l'a dit, et moi je le dis de la même manière. Et il dit, nous nous retrouvons sur ce point-là. Par exemple, je propose aux enseignants de réfléchir à leur pratique parce que c'est à travers la réflexion que l'on arrive à la théorie et que l'on comprend de façon plus rigoureuse, plus profonde, la raison d'être de la pratique et des objectifs de cette pratique. Alors voici les vertus que nous avons en commun. Alors il parlait des vertus de Freinet et de celles qu'il avait lui-même.
l'amour de la pratique, le courage de lutter pour elle, la tolérance, apprendre à être en contact avec la différence, la confiance, l'espoir. Il n'y a pas d'espoir, disait Paulo Freire, en dehors de la praxis. Avoir l'espoir, c'est être un acte, c'est agir. Freinet n'en est jamais resté au discours d'espoir. Pour lui, le temps de l'attente, c'était un temps d'action. Hein, le temps de l'attente, attendre, était un temps d'action. Et donc Paulo Freire, ce grand éducateur, ce grand pédagogue brésilien, se disait très proche de Célestin Freinet dans le travail qu'il a fait au Brésil, en particulier avec les paysans sans terre, avec les gens qu'il alphabétisait dans les favelas. Eh bien, il se sentait très proche. Alors pourquoi il est tristement dans l'actualité? Eh bien, vous savez, parce que le président Bolsonaro, qui a été élu il y a quelques mois, a interdit aujourd'hui au Brésil toute référence à Paulo Freire. Toute référence à Paulo Freire est interdite. Toutes les universités, tous les lieux d'enseignement supérieur qui faisaient référence à Paulo Freire ont eu l'obligation de se défaire même de ses ouvrages. C'est quasiment de l'autodafé. C'est la raison pour laquelle je me permets ce petit coup d'œil. Vous avez la photo de Paulo Freire d'un côté, et vous avez au-dessous d'Élise et Célestin Freinet ce petit jeu de mots que vous me pardonnerez. Nous sommes tous frères, hein, au sens de... Il y a évidemment à être solidaire avec des pédagogues qui sont ainsi mis au banc de sociétés comme la société brésilienne aujourd'hui. Voilà. Et puis, j'en arrive au 10e point. 10e point que j'emprunte, c'est comment on dit ça là, punchline, je crois, d'une revue qui s'appelle Les Cahiers pédagogiques.